vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, bienvenue dans cette mi-semaine, cette mi-term, j'ai envie de dire. Mi-semaine, mi-term, oui, c'est ça. C'est ça. Et on est ravis de vous accueillir avec Philippe David. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Et j'ai envie de dire à nos vraies voix autour de cette table que l'émission d'hier était particulièrement drôle. Sympathique, elle était innovante, intelligente, voilà, tout ça pour vous dire que bon, vous avez du pain sur la planche, chers amis. Déjà ça tombe bien, on l'a pas entendu, donc. Et alors c'était drôle, c'était super. C'était bien, on a compris que vous n'étiez pas là, ça c'est clair. J'allais le dire. Ce qui veut dire que Françoise de Gois, quand elle n'est pas dans l'émission, elle n'écoute pas l'émission. Voilà. Non, pas du tout, c'est que j'avais autre chose à faire. Ça vous ennuie pas de temps en temps que je sois pas pied au plancher? Ouais, si ça me dérange. Non, mais Cécile a raison et on a respecté une règle technique. On s'est un petit peu gentiment frité, mais on ne parlait pas en même temps. Voilà, c'est ça, oui. Et vous inquiétez pas, je serai plus là à la rentrée, donc vous pourrez faire toutes les bonnes émissions que vous voulez. N'importe quoi. Non, mais je m'y opposerai, Françoise de Gois, je le dis tout de suite. Soyez les bienvenus avec ce numéro de téléphone comme tous les jours, 0826 300 300, Aude qui est là bien entendu. Le grand débat du jour à 17h30, c'était hier soir pendant 3 heures à la télévision. Emmanuel Macron s'est défendu plus qu'il n'a annoncé. Sur TF1, le président a longuement répondu à ses contradicteurs sans dessiner de cap clair pour la suite du quinquennat. Peu de mesures nouvelles, aucune précision sur d'éventuels référendums, un exercice de justification plus qu'une projection. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous Emmanuel Macron a montré un cap hier soir? Et à cette question, Macron sur TF1, êtes-vous inquiet pour les 2 dernières années du quinquennat? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Appelez sans aucune inquiétude Aude au 0826 300 300. Et pour commenter le grand retour de Jean Petot, politologue, qui sera avec nous. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30, en ce moment même, est mis en cause dans l'affaire de Betaram. François Bayrou est auditionné à l'Assemblée. La commission s'interroge sur son rôle exact, ses interventions éventuelles auprès de la justice et les zones d'ombre qui auraient pu entretenir l'affaire, en tout cas au cœur de ses responsabilités politiques, mais aussi de sa sphère personnelle. Sa fille compte parmi les victimes. Alors parlons vrai, est-ce un moment de vérité aujourd'hui, à l'heure qu'il est, pour François Bayrou? Et à cette question, audition sur Betaram, Bayrou risque-t-il sa place à Matignon? Vous dites oui à 57%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et espérons que cette émission soit un grand cru. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et en chef de file, Philippe Bilger est avec nous, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et deuxième bonsoir. Ah, deuxième bonsoir, exactement. Françoise de Gois est avec nous. Coucou les amis, Françoise. ça va? Bonsoir. Super. Jean-Michel Fauvergue, ancien député, ancien patron du RAID. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Salut à tout le monde. Je suis sous la pression là, parce que vous n'arrêtez pas de nous mettre la pression. En fait, il parle que de trucs qu'on connaît pas, donc on va faire comme on est. Tu sais ce que disait Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. En tout Oh, cas, c'est beau. vous nous avez C'est vexé, Françoise. Non, pas du tout, mais pas du tout. Non. Puisqu'elle ne l'a pas écouté. Moi, ce que j'admire dans votre émission, c'est les attelages particuliers. C'est le mariage de la carpe et du lapin entre Françoise et moi, par exemple. Par exemple. Qui est la carpe? Qui est Moi, le je suis pas lapin? le lapin. Ça démerveille. Vous êtes bien. Bon, en tout cas, le 0826 300 300 avec Luc qui était avec nous. Bonsoir Luc. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir à vos invités. C'est un plaisir de vous accueillir et vous dites il est fou, selon c'est votre sujet, de constater que les soi-disant hommes d'État qui ont tout raté sont persuadés que la France ne peut pas continuer, en tout cas ne peut continuer à dégringoler sans eux. Absolument, ça semble être maladif tant leur ego est stupéfiant. Stupéfiant les termes, quand ils semblent tous sous emprise d'une substance quelconque. Effectivement, M. Hollande va sans doute se représenter et M. Macron semble envisager 2032. Je pense à M. Hollande, que l'on voit sur toutes les petites lucarnes, qui ne dut sa victoire surprise qu'au départ par abandon d'un satrape libidineux, qui nous a montré que lui aussi pouvait pratiquer la polygamie en virtuose, et dont un des plus grands succès économiques a été de faire monter en flèche la valeur du scooter d'occasion. Vous êtes cash. Un autre qui ne manque pas d'air, c'est M. Macron. Littéralement pulvérisé d'entrée, KO assis, par 3 de nos concitoyens au début de son oral de l'ENA d'hier. En 2032, il n'y a pas encore réfléchi. Mais ne pas réfléchir à quelque chose, n'est-ce pas déjà y penser?
Oui, vous avez raison. Vaste programme. Philippe Bilger. Il a beaucoup de talent dans la polémique. Moi, je serais moins sévère à l'égard d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Et au fond, comment dire, on attaque tellement la classe politique et des politiques en particulier que par une sorte de perversion, j'ai envie de la défendre. C'est très dur d'être politique aujourd'hui. Et parfois, je me dis, moi qui suis passionné par elle et qui rêvais il y a des années d'en faire, heureusement que je n'en ai pas fait. Parce que franchement... Oui, moi je suis, mais je suis pas loin de partager ce que dit notre ami Luc. Luc, oui. Objectivement, il y a une forme d'aveuglement sur soi-même qui est absolument délirant. C'est l'ego des politiques. Mais il y a c'est générationnel. Il y a une génération là, et il y a celle qui ne veut pas lâcher. Moi, je suis sidéré, effectivement, François Hollande que j'apprécie. Mais comment peut-il imaginer qu'il va être un jour réélu? Et Emmanuel Macron hier soir, 2032, ça m'a paru mais lunaire en réalité, lunaire. Donc je partage en grande partie ce que dit notre auditeur, ce que dit Luc. Jean-Michel Fauvergue. C'était lunaire alors qu'il se veut jupitérien. Ah oui. Certes, j'entends ce qui est dit, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Si on pense à tous les présidents auparavant, en particulier, par exemple, Jacques Chirac, François Mitterrand, ils sont présentés plusieurs fois. Ah oui. Ils ont été plusieurs fois élus. On reconnaîtra à Macron le fait qu'il a été élu 2 fois. Et c'est bien les Français qui l'ont élu à un certain moment. Donc, oui, critiquons les hommes et les femmes politiques quand ils le méritent. Critiquons le fait qu'ils ne soient pas toujours constants, certes, mais... critiquons aussi un peu cette opinion publique qui consiste à critiquer tout le temps, y compris des succès. Et Emmanuel Macron l'a dit hier, on se flagelle un peu trop en France aussi. On en parlera bien entendu dans notre grand débat du jour. Luc, vous restez avec nous, on est ravis de vous accueillir. Dans quelques instants, c'est à l'occasion de la 9e édition d'Inclusive Day à la Paris, la Défense Arena. On fera un point avec quelqu'un que vous connaissez bien à Sud Radio, il s'appelle Anthony Martin-Smith. On sera avec lui en direct dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, on est ravis de vous accueillir tous les jours du lundi au vendredi, bien entendu. Cette porte est ouverte avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. Vous poussez la porte et vous rentrez, et bien entendu quand vous voulez. Et avec autour de cette table Philippe Bilger, Françoise de Gois et Jean-Michel Fauvergue et vous donc. Et dans un instant, Félix Mathieu qui est avec nous. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir Les tout le trois monde. mots d'actu dans quelques instants. De quoi parle-t-on? Des référendums, oui, mais sur quel principe? On ne sait pas trop encore vraiment pour parler de quoi. On va parler de Benyamin Netanyahou aussi. Il est furieux contre les propos d'Emmanuel Macron hier soir à propos de Gaza. Et puis de Tom Cruise, attendu à Cannes en 3 mots, référendum, famine et blockbuster. On en parle dans un instant. En attendant, direct immédiatement avec aux Inclusive Day avec Anthony Martin-Smith. Bonjour Anthony. Bonjour. Bonsoir les amis. On est ravis de vous retrouver. D'abord, c'est important de le dire, vous êtes sur Sud Radio. Faut que ça change chaque samedi à 20h30. Et là, c'est la 9e édition d'Inclusive Day à la Défense Arena. 5300 participants attendus. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors j'ai pas compté combien étaient venus aujourd'hui, mais ça doit être à peu près ça. On parle d'inclusion sur ce salon. Déjà, je voulais saluer mon ami Monsieur le procureur Bilger. Je suis désolé qu'on prenne de votre temps ce soir, mais vous les auditeurs vont y gagner, mon cher Anthony. je le pense, mais je ne le dis pas. Merci François. La grande fraternité de la radio. Faites attention Anthony, c'est nous qui avons le bouton, vous inquiétez pas. Oui, bah écoutez, moi c'est pas grave, après je rentrerai tranquillement à la maison. Allez-y, bien sûr. Écoutez, ici un salon, un grand cru je pense pour cette 9e édition, 5300 personnes attendues, je pense que largement on y était, salle comble, avec beaucoup d'initiatives, de l'accompagnement pour les personnes en situation de handicap qui cherchent du boulot, mais et aussi des professionnels qui travaillent sur l'insertion, la
réinsertion des ex-détenus. Ça, Monsieur Bilger, vous pouvez justement vous en inspirer, puisque hier notre cher président de la République a notamment dit que, eh bien, il était favorable à ce qu'on fasse travailler les détenus en prison pour payer une partie du coût de leur incarcération. Eh bien, la fondation, par exemple, du groupe M6 que nous avons reçu ici sur nos tables rondes chez Sud Radio, eh bien, travaille à la réinsertion des détenus qui ont payé leurs dettes à la société. Il y a beaucoup de personnes très connues, people, mais au bon sens du terme. Il y a Églantine Émeillé, Julia de Funès, qu'on ne présente plus. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est fait sur le regard du handicap. Aujourd'hui, on en parle vraiment totalement librement comme autre chose, Anthony. Effectivement, on peut s'inquiéter qu'une telle journée existe de par la stigmatisation. L'inclusion, ce n'est pas une fois dans l'année, mais c'est plutôt 365 jours par an. Néanmoins, vous le dites très bien, Philippe, les personnes qui sont ici font force de leur présence, et les gens qui nous écoutent à travers ces différentes tables rondes, eh bien, sont ravis parce qu'elles peuvent enfin recueillir des informations utiles pour leur quotidien, pour essayer de faire en sorte que, eh bien, les choses changent. À votre avis, Anthony, pour que, en effet, il y ait un tel impact aujourd'hui, est-ce que les JO récents ont eu de l'influence là-dessus ? Au risque de vous décevoir, mon cher Philippe, non, je ne pense pas. Bien au contraire, d'ailleurs, ici, les échos que l'on a un peu à droite à gauche, c'est que les JOP, oui, ils ont mobilisé, néanmoins, ils inquiètent parce que ils ont mis le curseur sur quelque chose, eh bien, qu'il fallait montrer à la télévision et en parler très largement, comme on l'a fait chez Sud Radio. Néanmoins, les choses n'ont pas bougé derrière. Ah, ouais, c'est ça, Anthony, je voulais vous poser comme question. C'est vrai que c'est monté très haut, et puis cette cérémonie, tout était beau dans les JOP, tout était aussi beau que dans les Jeux Olympiques. Et en réalité, comment vous expliquez cette redescente? Parce qu'il y a quand même eu des engagements très forts de prix, notamment au niveau des transports par Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Écoutez, à l'image de ce qu'on a pu voir hier soir sur TF1, on est dans de la com qu'on sait très bien manipuler, qu'on sait très bien gérer, on sait faire des belles choses, on sait parler bien, mais alors est-ce qu'on parle vrai? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Non, c'est un brevet Sud Radio. Jean-Michel Fauvergue. Oui, moi je voudrais aller sur l'emploi et l'emploi par les entreprises en particulier. Il y a des quotas à respecter, si j'ose m'exprimer ainsi. Ce mot je l'aime pas trop, mais il y a des des quotas et de l'embauche à faire. Ça évolue bien, mais on est loin de ce qui avait été fixé par la loi. Anthony, comment expliquez-vous ça, et comment peut-on faire pour arriver déjà et pour accélérer, c'est ça, aux chiffres, et pour accélérer, oui. Ouais. Écoutez, on a célébré cette journée avec la GFIP, qui est l'association qui gère les fonds collectés notamment par cette contribution quand on ne respecte pas le quota dont vous parlez, Jean-Michel. Depuis 1987, les entreprises de 20 salariés et plus ont l'obligation de recruter 6% de personnes en situation de handicap. Ouais. Seul un tiers d'entre elles respectent cette obligation sur 112 000 entreprises. Donc 29 000 entreprises respectent cette obligation. Ça veut dire qu'il y a encore 2 tiers de boulot à faire. En tout cas, voilà, la pédagogie doit passer. Merci mille fois, Anthony Martin-Smith. En tout cas, je rentre à la maison, moi. De bien. Non, vous allez rester où vous êtes, parce que vous êtes important sur place. Et la ministre en plus arrive. Donc très bien. 9e édition d'Inclusive Day et partenaire, bien entendu, de Sud Radio. Et on est très, très, très heureux. Enfin, c'est plutôt l'inverse. C'est nous qui sommes partenaires de l'Inclusive Day. Et vous retrouvez Anthony Martin-Smith chaque samedi à 20h30, ça s'appelle Faut que ça change. Et ce qui est un peu le cas avec Félix Mathieu, faut que ça change. Les vraies voix Sud Radio. Mais l'info change tous les jours. Absolument, Félix, avec 3 mots dans l'actu qui sont référendum, famine et blockbuster. Des référendums, oui, mais sur quoi? Emmanuel Macron n'a pas été beaucoup plus précis hier soir. C'est un outil très puissant, mais c'est pas une baguette magique, affirme sur Sud Radio la porte-parole du gouvernement. Sur la situation humanitaire catastrophique à Gaza, famine, manque d'eau, le chef de l'État évoque des actes inacceptables, honteux du gouvernement Netanyahou. Le Premier ministre israélien l'accuse en réponse aujourd'hui de se ranger du côté des terroristes. Et puis du bon gros film d'action après la cérémonie d'ouverture. Tom Cruise attendu au Festival de Cannes pour le 8e volet de Mission Impossible après le plaidoyer anti-Trump de Robert De Niro hier soir en recevant sa Palme d'Or d'honneur. Les vraies voix Sud Radio. Je suis un homme, pas besoin d'un référendum.
Ah bah si, Michel. Sur le principe, on a besoin d'un référendum, de plusieurs. Même le chef de l'État l'a dit hier soir sur TF1. Je souhaite qu'on puisse organiser une consultation multiple, c'est-à-dire plusieurs référendums en même temps dans les mois qui viennent. Ça suppose qu'il y ait un travail qui chemine pour le gouvernement, mais il y a plusieurs sujets qui peuvent faire. On a des réformes institutionnelles qui sont à prévoir. Je ne veux pas ici donner trop précisément des thèmes, parce que c'est au gouvernement de finir ce travail et après moi de prendre la décision. Mais l'esprit, c'est qu'on puisse, sur des grandes réformes économiques, éducatives ou sociales, saisir nos compatriotes. Voilà, c'est encore très vaste. Le chef de l'État évoque aussi un possible recours au référendum en cas de blocage sur le sujet de la fin de vie. En tout cas, en croire la porte-parole du gouvernement ce matin sur Sud Radio, il suffit pas de sauter sur sa chaise comme un cabri en disant référendum, référendum. Sophie Primas. Le référendum, c'est pas une baguette magique. Je ne vais pas répondre à sa place sur la question du référendum, qui est sa prérogative. Et effectivement, il avait un petit peu ambiancé cette histoire de référendum avant son intervention. Je pense que le référendum est un outil très puissant, qui a été utilisé parfois dans la Ve République, y compris par le général de Gaulle, avec un esprit d'ailleurs assez différent, qui n'est pas de régler des questions un peu courantes sur la vie de la nation, mais qui étaient des questions institutionnelles où il mettait un peu sa tête sur le billot. Ça donnait beaucoup de puissance au référendum. Là, je pense que les pistes ont été clairement indiquées par le président de la République. Le référendum viendra si nous n'arrivons pas à désenliser la question de la fin de vie, par exemple, à l'Assemblée. Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, au micro de Maxime Liedo ce matin dans le Grand Matin Sud Radio. Et puis le deuxième mot, famine. Le Premier ministre israélien dénonce vigoureusement aujourd'hui les propos du chef de l'État sur Gaza. Emmanuel Macron a refusé de se prononcer sur l'emploi ou non du terme génocide. Il estime que c'est aux historiens plus qu'à lui de trancher là-dessus. En tout cas, Emmanuel Macron évoque en revanche la situation critique des habitants de l'enclave palestinienne. J'ai vu des femmes, des enfants blessée, une femme, la colonne vertébrale qui avait été brisée, qui a passé 6 mois sans soins. J'ai vu des femmes qui, les cicatrices n'étant pas refermées, disaient « je veux retourner à Gaza ». C'était l'une des pires choses qui m'a été donnée de voir. Et j'ai vu toute l'aide que la France, tant d'autres pays, acheminent, qui était à la riche, qui était là, bloquée par les Israéliens. Et donc je le dis avec force, ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de médicaments. On ne peut plus sortir les blessés. Les docteurs ne peuvent plus y aller. Ce qu'il fait, c'est une honte. Des propos en réponse auxquels les services du Premier ministre israélien accusent aujourd'hui Emmanuel Macron, je cite, de se ranger du côté d'une organisation terroriste, mais aussi des styles de relayer une propagande ignoble. Philippe Bilger. Je trouve que le président, sur ce plan-là, a totalement raison. Il faut arrêter de nous enfermer dans un étau où, après avoir dénoncé la barbarie inimitable au sens propre du 7 octobre, on n'a pas le droit de déplorer l'attitude israélienne à Gaza. Enfin, bien sûr, moi je suis d'accord avec Philippe Bilger. Et alors, 100% à la ligne avec Emmanuel Macron. Il a raison de refuser d'employer le terme génocide. Il a raison, véritablement. Quand il dit c'est les historiens qui jugeront, il peut pas s'emparer de ce mot parce que ça n'est pas l'intention génocidaire, n'y est pas. Et puis voilà, bien sûr, ce qui se passe à Gaza, voilà, ça brise le cœur. Il faut que ça s'arrête. Et surtout, c'est le fait de Benjamin Netanyahou et ses deux jumeaux magnifiques, Smotrich et Ben Gvir. Donc, vous avez tous les soirs en Israël, sur la place des Rois, qui est la place classique à Tel Aviv, des centaines de milliers d'Israéliens qui manifestent contre ce gouvernement. Voilà. Donc, ce gouvernement est minoritaire et continue à faire ce qu'on ne peut plus faire. Jean-Michel Fauvergue. Eh bien, vous avez là, dans l'entretien qu'on a eu hier, la preuve qu'il y a des choses qui sont profondes et qui doivent être dites et qui ont été dites. Et donc on est sur le positionnement même du chef de l'État et sur de la politique internationale. Et j'ai senti, moi, quand il parlait de ça, beaucoup d'émotions. Beaucoup de vérité, beaucoup d'émotions. C'est le seul moment où il était très sincère. Troisième mot. Blockbuster, Tom Cruise est très attendu au Festival de Cannes. Et oui, la superstar hollywoodienne arrive sur la croisette ce soir pour le 8e volet, on l'entend, de Mission Impossible. Lors de la cérémonie d'ouverture hier soir, en tout cas, une autre star venue d'outre-Atlantique était dans la lumière. Robert De Niro a reçu une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. De Niro qui n'a pas mâché ses mots contre le de nouveau président de son pays, Donald Trump. In my country, we're fighting
Dans mon pays, nous nous battons comme des diables pour défendre la démocratie que nous considérions avant comme acquise. Ça nous concerne tous, car les arts sont démocratiques, inclusifs. Ils réunissent des gens. L'art est en quête de vérité. L'art embrasse la diversité. Et c'est pourquoi l'art est menacé, c'est pourquoi nous sommes une menace pour les autocrates et les fascistes. Le président inculte des États-Unis a tout simplement coupé les fonds pour les institutions culturelles de qualité. Il coupe les fonds pour l'art, les sciences humaines, pour l'éducation. Et il annonce maintenant 100% de droits de douane sur les films produits à l'extérieur des États-Unis, s'indigne Robert De Niro, qui a d'ailleurs conclu, figurez-vous, en French dans le texte. Liberté, égalité, fraternité. Fraternité, c'était donc hier la cérémonie d'ouverture à Cannes. Voilà. Son accent français est meilleur que l'accent anglais de Philippe Bilger. Je sais pas, il n'a pas de main. Ou de Coquerel qui dit Tom Cruise. Tom Cruise, oui. C'était vraiment bien hier. De Niro, on l'avait laissé aux Oscars dans un registre un peu éructant contre Donald Trump. Il avait hier quand même un discours très construit, pas forcément gauchisant, hein, un discours très construit sur la fonction de l'art. Moi, j'ai apprécié véritablement. Il n'y avait pas quelque chose d'idéologique, c'était vraiment un discours... C'était pas hystérique en tout cas. C'était philosophique, c'était à quoi sert l'art, il est inclusif, en quoi peut-il contribuer à la démocratie. J'ai trouvé ça très relevé en fait. Et surtout, ce qui était insupportable hier pour moi de la part de formidables acteurs, aujourd'hui est compréhensible. Il peut tout à fait le dire. Absolument. Non, c'est fort, bien sûr, merci ça s'entend très très bien. Beaucoup Félix Mathieu. Merci. Avec plaisir. Très bon. 3 mots dans l'actu. Oh, merci, merci. Et je vous donne la palme d'or aujourd'hui. C'est gentil, trop d'honneur. Vous voulez que je fasse un discours? Non. You are the best. J'aurais adoré, mais non. C'est non sans une certaine émotion. Voilà, c'est bon. Voilà. Allez, dans un instant, 3h sur TF1, mais peu d'annonces. Emmanuel Macron défend son bilan. En tout cas, il l'a défendu hier, sans éclaircir la suite ni trancher sur d'éventuels référendums. Alors, parlons vrai. Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron a montré un cap hier soir? Et à cette question, Macron sur TF1, êtes-vous inquiet pour les 2 dernières années du quinquennat? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Jean Petot, politologue, est avec nous et il sera avec nous dans quelques instants. Bonsoir Jean. Bonsoir. Êtes-vous déçu de ne pas avoir été surpris par le président? Pas du tout, je m'y attendais. Ah bon? Allez, on en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue avec Philippe David tous les jours de 17h à 19h. Ça va mon Philippe David? Ça va très bien ma chère Cécile. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est le retour des vraies voix qui sont beaux comme le parcours du Tour de France avec l'Alsacien Philippe Bilger, la Bigourdane Françoise de Gouin, le Catalan Jean-Michel Fauvergue et la Beauceronne Cécile de Ménibus. Bravo Philippe David. Là on est bien. Là il y a du rythme là. Oui. C'est bien. On vous aime bien quand vous êtes comme ça. C'était du Michael Jackson sur scène ça. Et vous au 0826 300 tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je pense que le référendum peut être une voie pour débloquer et permettre aux Françaises et aux Français de s'exprimer. Mais je le ferai d'abord avec beaucoup de précautions. Je pense qu'Emmanuel Macron prend un double risque en commençant par l'international. On a essayé, moi je n'ai pas arrêté les messages, de dire il faut aller taper au porte-monnaie de ceux qui en détiennent et des consommateurs. Parce que si on ne responsabilise pas les consommateurs, et je le dis solennellement ce soir, s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafiquants. Aujourd'hui, nous avons besoin des États-Unis d'Amérique en Europe, pas la France. Nous avons quasiment la seule armée indépendante. Mais nous serions irresponsables de ne pas nous organiser pour que dans 5 à 10 ans, on puisse continuer de coopérer. Hier soir, pendant 3 heures, à la télévision sur TF1, Emmanuel Macron s'est défendu plus qu'il n'a annoncé. Le président a longuement répondu à ses contradicteurs sans dessiner pourtant de cap clair par la suite du quinquennat. En tout cas, c'est ce que disent aujourd'hui ses contradicteurs. Alors parlons vrai. Après sa prestation d'hier soir, Emmanuel Macron est-il démonétisé? À la question, Macron sur TF1, êtes-vous inquiet pour les 2 dernières années du quinquennat? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Vous pensez qu'au contraire, il a fait une bonne prestation ou vous n'attendez plus rien?
On attend vos appels au 0826 300 300. Et pour commenter avec nous, Jean Petot est avec nous, politologue. Bonsoir Jean Petot, merci d'avoir accepté merci à vous. Notre invitation à Sud Radio. Philippe Bilger. On le disait à l'instant, nous ne sommes pas nombreux à avoir regardé jusqu'au bout l'entretien avec Emmanuel Macron qui a duré un peu plus de 3 heures. Pour répondre à la première question de Sud Radio, il était difficile de demander au président une vision pour l'avenir alors qu'il a passé son temps, et c'était tout à fait normal, à répondre aux critiques et à la dénonciation de son bilan. Au fond, c'était presque un entretien de fin de parcours présidentiel. Et donc, il l'a fait d'une manière qui peut être discutée sur le fond, du genre, au fond, je n'ai pas pu le faire parce que c'était difficile, je n'ai pas tenu toutes mes promesses, mais en réalité, ce que j'ai trouvé relativement fort sur le plan de la forme, c'est qu'il a répondu avec une politesse constante à un bombardement politique et médiatique qui, évidemment, était exclusivement à charge. Alors, il a sans doute pas convaincu grand monde, mais pour l'avenir, la seule possibilité pour lui, ce serait de tenter de combler un tout petit peu le hiatus qui a explosé hier entre ce qu'il avait promis et ce qu'il a fait. Françoise Degois. Vous savez, Jacques Pilan, qui était le sorcier de l'Élysée, disait une chose merveilleuse. Il était communicant, on le rappelle. Le grand communicant de François Mitterrand, notamment, disait il ne faut jamais à la télé si on n'a rien à dire. Et la réalité, c'est qu'il est très difficile pour un homme politique de refuser ce type d'invitation. Mais il aurait fallu refuser ce type d'invitation. D'abord parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Ensuite, pendant 3 heures, Emmanuel Macron, finalement, n'a pas fait que se défendre. Il va un peu mieux dans l'opinion. Et sur la question des retraites et sur l'entretien avec Robert Ménard, les deux choses les plus réussies, à mon avis, Sophie Binet et Robert Ménard, eh bien, on retrouve le Macron qu'on adore détester. C'est-à-dire, on a retrouvé un Macron cassant, fermé, alors que depuis des mois et des mois, il essaie de lisser justement cette image. Moi, je pense qu'il a complètement raté sa prestation. C'est pas simplement que c'est moyennement réussi, c'est totalement raté. Et quand on vous donne les chiffres d'audience, eh bien, ça veut dire que c'est raté devant 5 millions de personnes, mais surtout, vous voyez la courbe qui ne cesse de descendre. Elle ne fait que baisser. Donc, on voit bien, si vous voulez, que quand vous êtes un président comme ça, en fin de parcours, qu'il n'y a aucun enjeu sur votre réélection, il ne sert à rien, à part un exercice narcissique complètement déplacé. Il ne sert à rien de venir faire 3 heures. Je pense que dans les semaines qui viennent, Emmanuel Macron va rebaisser dans les sondages, c'est évident. Jean-Michel Fauvergue. Bon, moi, j'en ai un peu assez de toutes ces critiques-là. À chaque fois que un personnage politique majeur passe à la télé, où c'est la critique instantanée de tout et de n'importe quoi. En fait, en réalité, il y a eu des annonces qui ont été faites. Il y a eu des annonces, l'annonce sur l'Ukraine, le positionnement sur Gaza, le partage de la dissuasion nucléaire, tout ça, ce sont des annonces qui ont été faites. Il a aussi affirmé des choses qu'il avait déjà affirmées, et que ça plaise ou que ça plaise pas. Il a dit la retraite, on continuera à faire comme ça. Voilà, la retraite, on va pas revenir sur la retraite. La TVA sociale, il a commencé à l'annoncer, même s'il a pas parlé de TVA sociale, mais il a dit ArcelorMittal, je vais pas nationaliser, on va laisser faire le marché là-dessus. Alors c'est vrai que sur d'autres domaines, effectivement, je rejoins mes camarades. On était dans la redondance de choses qu'on connaît déjà, la simplification des normes, le travailler plus. Alors certes, il faut travailler plus, mais on nous dit pas comment le travailler plus. Il a annoncé le non-renouvellement de certains fonctionnaires. J'ai été très déçu sur la sécurité. Ce qu'il a annoncé sur la police municipale, c'est ce qu'on a tenté de faire, et en particulier ce que moi j'ai tenté de faire avec des camarades de 2017 à 2022, et on n'a pas eu notre majorité pour ça, pour nous soutenir là-dessus. Et donc là, il est en train d'annoncer des choses qu'on aurait pu faire avant. Là, ça m'a visiblement déçu, sur les places de prison aussi, bien qu'il y ait eu des annonces qui ont été faites. Donc, moi je pense que le bilan est mitigé, et je pense qu'on ne peut pas non plus voir un bilan de discussion comme ça à l'aune de l'audimat.
Je voulais juste, je ne regarde pas du tout à l'aune de l'audimat, parfaitement, je suis comme Philippe Bilger, j'ai écouté jusqu'à la dernière seconde, juste avant Jean, dire une chose. La folie générale de cette émission a été hier que tout le monde s'est adressé à Emmanuel Macron, y compris Darius Rochebin, y compris Gilles Boulot, qui ne devrait pas faire cette faute, y compris Sophie Binet, s'est adressé à cet homme comme si cet homme avait encore un pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a, c'est référendaire, dissolution, nomination et décoration. Vous comprenez bien qu'on lui a parlé comme s'il ne s'était rien passé, comme s'il avait une majorité et comme s'il n'était pas en cohabitation. C'est ça qui est fou en réalité. La folie générale de ce moment, elle est là. Il n'a aucun pouvoir de décider sur la nationalisation d'ArcelorMittal, pas plus qu'il a de pouvoir de décider sur les fonctionnaires. Hier, tout le monde a fait comme si dans une espèce d'illusion collective, comme si on avait en face un Emmanuel Macron avec un Premier ministre, une majorité. C'est ça qui est dingue. C'est fou. Même moi, à un moment donné, je me suis pincé en me disant, mais réveille-toi. Jean Petot, vous êtes un politologue connu et reconnu. Est-ce que cette émission de plus de 3 heures, en termes de communication, comme disait Françoise Degois, c'est pas une erreur, c'est une faute? Je vous propose un retour en arrière dans le temps sur le modèle de Retour vers le futur, vous savez, avec la DeLorean. Oui. On va remonter à 425 ans, 1600. Alors je vais faire comme mon De Niro, mais à l'envers. Much ado about nothing. Pièce de Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Voilà. Alors c'est terrible, c'est une pièce qu'écrit Shakespeare en 1600 et ça reste, et c'est un petit peu, je pense, malheureusement, ce que l'on peut sous-titrer de la prestation d'hier soir. Je rejoins complètement Françoise quand elle dit qu'il y a eu quand même un véritable décalage entre ce qui lui était demandé à Emmanuel Macron, président de la République, et la réalité, ne serait-ce que institutionnelle. Et cela, ça nous renvoie aussi à un autre ouvrage, mais alors celui-ci qui est parfaitement sérieux et remarquable, du grand historien Marc Bloch. Ça s'appelait Les Rois thaumaturges, et ça décrivait par Marc Bloch comment, lorsque le roi était sacré, il pouvait, soi-disant, guérir les écrouelles. Absolument. C'est-à-dire, en fait, avoir une espèce de pouvoir magique qui devait tout traiter et tout régler et tout soigner. Alors ça va bien quand il s'agit, je veux dire, d'un président, surtout quand il a 39 ans et qu'on est en 2017, dans les semaines qui suivent son élection, mais 8 ans après, on se demande, à la limite, qui est responsable. Est-ce que c'est malgré tout quand même le narcissisme d'Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est une attente des Français, mais aussi de ceux qui parlent à leur place? Et vous avez cité un petit peu le casting des intervieweurs hier, qui se trompent complètement à la manière avec laquelle on peut interroger un président de la République qui... je reste dans la comparaison cinématographique, un peu sur le modèle des Monty Python, à pratiquement plus de bras et pratiquement plus de jambes. Est-ce que pour vous, on est déjà dans l'après-Macron? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300, Philippe Bilger. Jean, comme toujours, avec beaucoup d'esprit, je vous trouve très sévère tout de même. D'abord, je n'ai absolument pas senti hier soir du narcissisme, bien au contraire. On avait affaire à un Emmanuel Macron largement affaibli face aux charges constantes et parfois lassantes qui n'étaient destinées qu'à montrer son impuissance et la faiblesse de son bilan. Et il l'a senti puisqu'à un moment donné, il a dit, en s'énervant à peine, mais je ne suis pas tout, je ne suis pas à la fois ministre, je ne peux pas répondre à tout. Et donc, ce qui m'a, d'une certaine manière, ému sur le plan politique, c'est qu'on a eu la démonstration claire de la faiblesse de la politique. C'est-à-dire un homme qui avait envoyé une flopée d'espérance, qui est tout sauf idiot, et qui a été confronté à une réalité durant 8 ans, qui aboutit hier soir à le voir sur le sable politicien et à être incapable d'expliquer pourquoi il n'a pas su faire ce pourquoi il était fait. Jean Petot.
Mais oui, je comprends tout à fait ce que vous dites, Philippe. Homme de grande culture que vous êtes, vous savez aussi comment finit Narcisse. C'est-à-dire qu'il finit finalement par se noyer dans ce reflet, qui est le dans lequel il veut continuer à s'admirer. Françoise a parfaitement raison quand elle dit qu'il ne fallait pas faire cette émission. Et je suis assez convaincu de ça. Pourquoi faire une émission de 3 heures dont on a vu effectivement que aujourd'hui les instruments de mesure sont redoutables puisqu'ils permettent de voir le désintérêt. C'est comme si dans une salle vous aviez le public qui partait au fur et à mesure. Et ça, d'une certaine façon, c'est réifié le lendemain matin par les outils de mesure. Donc il y avait d'une certaine façon tout à perdre, surtout d'une certaine manière aussi pour ne rien annoncer ou de rien annoncer de fort qui pourrait éventuellement susciter une dimension, j'allais dire, mobilisatrice. Alors c'est vrai que sur la politique internationale, sur les questions de défense, là pour le coup il est resté dans domaine, dans la compétence que la situation politique intérieure lui réserve encore aujourd'hui. Mais il ne fallait pas sortir de là. Mais Saint-Emmanuel criblé de flèches, est-ce que ça peut pas, d'une certaine manière, le faire monter dans l'opinion? Non, je pense que ça me semble compliqué. Vous savez, Saint-Sébastien, c'est pas non plus celui qui est le plus populaire des saints, quand même. Non, et puis en plus de ça, je pense que la détestation d'Emmanuel Macron est tellement forte. Hier, il aurait pu gagner son émission en donnant le sentiment qu'il avait radicalement changé quelque chose. Et il a été tel qu'en lui-même, moins arrogant, moins. Juste une petite question avant de partir au standard. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse, entre guillemets, son mea culpa, plutôt que de se justifier de choses qui... Je pense qu'il n'aurait pas fallu faire cette émission. Ce n'était que... Non, mais quitte à la faire. Quitte à la faire, je pense qu'il aurait dû montrer autre chose de lui-même. C'est-à-dire que ce que disait Pilan, c'est soit vous êtes capable de montrer radicalement que vous avez changé, il disait ça à Mitterrand, soit vous annoncez quelque chose qui enflamme des normes, pas forcément pas forcément de polémique, mais qui crée un élan, soit vous ne faites pas. Et il avait théorisé le silence jupitérien, en fait. Il l'avait théorisé. Allez, le 0826 300 300 est avec nous Luc du Perreux-sur-Marne. Luc, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Je vous trouve bien gentils tous à l'égard de M. Macron. Philippe Bilger a raison, la charge a été rude. Il a été confronté à un conseil d'administration, tout simplement, réuni pour acter un constat d'échec du dirigeant, peut-être préalable à une mise au rencard. Pourquoi est-on aussi gentil avec les hommes politiques? Je n'arrive pas à comprendre. La France est au bord du gouffre. La France est au bord du gouffre à tout point de vue, économiquement, en matière de sécurité, à tout point de vue. Plus rien ne fonctionne. Alors tout n'est pas de sa faute, mais quand j'entends Françoise Debois, que je remercie d'avoir eu des propos aimables au début de l'émission à mon égard, quand je l'entends dire il peut plus rien faire, il a plus que 2 ans, il est comment dirais-je, le roi est nu. Oui, mais ça fait 8 ans qu'il... mais je suis d'accord, mais je ne lui trouve pas une excuse, Lucas, pardon, excusez-moi, j'interfère, mais je ne trouve pas du tout que c'est une excuse quand je dis ça. Je dis que c'est une fumisterie de l'installer dans le rôle de quelqu'un qui peut encore faire quelque chose. Allez, restez avec nous, Luc. Parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300, cap au sud, parce que du Perreux-sur-Marne, on passe à Perpignan. Bonsoir Simon. Ça va faire plaisir à notre Catalan Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir Simon, bienvenue. Oui, bonsoir, merci. Bon, moi j'ai simplement 2 mots à dire. Concernant déjà les annonces d'une éventuelle, je veux dire, je sais plus, j'ai plus le mot, excusez-moi. Référendum. Voilà, c'était effectivement annoncé un peu partout pour peut-être capter un peu l'intérêt pour cette entrevue de 3 heures, si pas une entrevue. Et ça n'a pas fonctionné déjà premièrement. Et puis bon, entendre des discours lénifiants et satisfaits pour dire qu'on a tout réussi, alors qu'on a fait. Moi, je dirais que le président est un bonimenteur et que bon, maintenant, je crois que ça suffit.
il faut qu'il fasse, ou il décide de faire quelque chose ou de se démettre. Un point, c'est tout. Mais faire quelque chose, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas dissoudre avant le 7 juillet, c'est-à-dire dans un tout petit peu moins de 2 mois, et il va pas dissoudre en juillet pour voter en août. Il peut démissionner. Voilà, il reste que ça. Oui, mais ça, démissionner, il peut le faire quand il veut. Il ne le fera jamais, vous savez bien. C'est comme les gens qui pensent que Bayrou va démissionner après l'affaire Betaram, en fait. Et puis c'est pas alors, on aimerait bien. Simon, vous êtes catalan, on a un autre catalan qui veut vous répondre, c'est Jean-Michel Fauvergue, mais en français, pas en catalan, c'est Mousplaus. Ouais. Alors, démissionner pour un président de la République, oui, bien sûr qu'il peut le faire, mais c'est pas raisonnable et la problématique, c'est que ça créerait un précédent et qui fait que ultérieurement, il y a déjà un président qui a démissionné de Gaulle. Oui, pourquoi après un référendum. Absolument. Raté ou sur lequel il n'a pas eu la majorité, qui n'était d'ailleurs pas un référendum, mais une tentative de plébiscite. Donc effectivement, il ne faut pas l'oublier. Mais il créerait un dangereux précédent qui serait ensuite. Eh ben, le problème, c'est que pour après, ça construirait une instabilité dans la Ve République qui fait que cet homme qui a été élu quand même pour 5 ans. Il a été élu par les Français pour 5 ans, pour la 2e fois. Donc à un certain moment, il faut savoir aussi ce qu'on fait. On est Français, on est électeur, il faut savoir ce qu'on fait. Et donc aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout plutôt que de critiquer tout le temps. Et puis je rajoute une chose. Moi, je me souviens qu'à la fin du quinquennat de Hollande, tout le monde le poussait à démissionner. Il n'en voulait plus non plus. Qu'à la fin du quinquennat de Sarkozy, tout le monde le poussait à démissionner. Plus personne n'en voulait non plus. Chirac, c'était à peu près pareil. Donc à un certain moment, il faut peut-être se poser la question, c'est si ces hommes, ces femmes politiques, et j'ai été politique, et je me suis pas représenté, donc j'ai arrêté ça, mais ces hommes et ces femmes politiques qu'on critique autant sont si mauvais que ça, pourquoi vote-t-on pour eux et pourquoi continuons-nous comme ça? Il faut aussi qu'on se pose la question de savoir si cette problématique-là, elle vient uniquement des politiques ou elle vient aussi des Français et des électeurs en particulier. Ah ouais. Je peux répondre très court. Allez-y. Bien sûr. Oui, alors déjà, premièrement, faute de grive, on mange du merle pour les élections. Et deuxièmement, quand on élit quelqu'un, on lui donne pas un quitus de 5 ans, surtout quand il ne respecte pas ce qu'il a annoncé. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Mais ils l'ont tous fait. Oui. Ils l'ont tous fait, y compris De Gaulle d'ailleurs. Le mot de la fin à Jean Petot, notre invité. Je ne sais pas, Simon. Jean Petot, le mot de la fin pour vous. Oui, je ne sais pas comment vous écrivez la fin, mais bon. Oui, parce qu'il était question de merde et de grive là à l'instant, mais non, à mon sens, on voit toute la complexité de la situation. Je suis parfaitement d'accord avec Jean-Michel, qui pointe aussi les contradictions qui sont celles d'un peuple, d'un pays qui râle tout le temps, qui aime bien le chamboule-tout, quoi, et qui aime bien taper un petit peu sur ce qu'il a pu élire. Moi, je ne crois pas que le président ait à démissionner. Il a un mandat de 5 ans. Ce mandat, il doit aller à son terme. Je me dis simplement que parfois le silence a plus de valeur que les paroles que l'on déploie et qui rompent le silence. Voilà, c'est tout. Bah, c'est clair. Ça, c'est clair que. Pour la peine, vous avez tellement raison, Jean Petot, c'est qu'on va faire silence pendant quelques instants. Pour revenir plus fort dans un instant au qui c'est qui l'a dit. Merci beaucoup, Jean Petot, politologue. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci à Simon de Perpignan. Luc, on vous garde puisque vous êtes notre vraie voix du jour. On fait une petite pause. Ce silence, justement, il revient dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus. Ce numéro de téléphone Sud Radio 0826 300 300. Si vous voulez bien entendu participer à l'émission, vous êtes les bienvenus quand vous voulez, du lundi au vendredi. En attendant, autour de cette table, en tout cas pour ceux qui sont là, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue, Philippe Bilger. Vous savez, les amis, que nous avons une émission quand même. Vous savez que nous étions en train de regarder en fait l'audition de François Bayrou. Oui, on s'en excuse auprès des auditeurs. Absolument. Voilà. On vous souhaite la bienvenue. Luc, vous êtes avec nous ? Je suis tout à fait avec vous. Très bien, complètement de la tête aux pieds. En attendant, vous pouvez lancer le jingle.
Alors je ne dirais qu'une chose, pour le qui c'est qui de Sud Radio, pour une fois, les politiques se surpassent. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Au moins, il y a de la recherche. Oui. Qui c'est qui l'a dit, mon cher Luc? Bonjour, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Ah, je sais. Ah, ça c'est Monsieur Macron hier soir. Bonne réponse de Luc, qui commence très fort. Il est fort, ce Luc. Hein. Je ne suis pas allé plus loin. Je suis pas allé plus loin. Il est drôle. Qui c'est qui l'a dit, Luc? Je ne suis pas macroniste, je reste LR et libéral. Retailleau. Non. Ah, mais c'est, oui, je sais très bien, c'est Bruno Retailleau. Non, c'est une femme, c'est ce qu'il vient de dire. Ah, pardon. Une femme, c'est Pécresse, non? Non. Bonne réponse. Qu'il a dit. La Sophie porte-parole. Prima, la porte-parole. Ah, Prima. Et c'était ce matin sur Sud Radio, bien Ah ouais, parce entendu. que Prima des Oui, Gaules, vous hein. ne nous l'avez pas faite, ma chère Cécile. Question. Prima donna. Non, mais j'ai pas eu le temps. Prima des Gaules, on n'a même pas eu le temps. Commis Prima. Luc a été beaucoup trop rapide. Question qui c'est qui l'a dit? Je suis gaulliste, mais je ne suis pas macroniste. Luc. Je ne suis toujours pas macroniste. Comme vous avez dit, qu'est-ce que dit Luc? Retailleau. Bonne réponse de Luc. Oh, il est impeccable. Il est en forme. Il s'approprie même Retailleau. Qui c'est qui l'a dit, Luc? Sarah Knafo, ce n'est pas l'extrême droite. Peut-être Monsieur Wauquiez. Bonne réponse de Luc. Bon, on y va, nous. Et en plus, il raisonne. Il est excellent. Vous pouvez retourner regarder Bayrou. J'allais vous le dire. Bravo. Question qui c'est qui l'a dit? La politique n'est pas un problème d'appropriation du pouvoir, c'est un problème de projet. Moi, j'ai décidé de me passer du pouvoir. J'ai décidé de ne pas me représenter. Luc. Langauchat. Bonne réponse de Jean-Michel Fauvergue. François Hollande. Enfin, il a décidé. Il a décidé, oui, après un sondage à 11% Il n'a pas eu le monde. choix. Ah oui, il parlait du passé, Mais pas oui, de l'avenir. évidemment. Ah non, évidemment. Qui c'est qui l'a dit, Luc? Emmanuel Macron. Il n'est ni à droite ni à gauche, mais complètement à l'ouest. J'adore, c'est drôle. Très bon, ça. C'est très bon. ça. Luc. Un amuseur public, je sais pas moi. Non, un homme politique député. Qui? Oui, Mélenchon. c'est ce que je dis. Oui. Non, pas Mélenchon, pas le même. Et alors, c'est qui? Attends. Luc. Non, je vais donner ma langue au chat. Pas du tout le même bord que Mélenchon. Mahuré. Non. Il a été vice-président de l'Assemblée nationale. Chenu. Bonne réponse. Sébastien Chenu. Oh, c'est moi qui j'ai 0 point, moi je plane complet là. Qui c'est qui l'a dit sur Emmanuel Macron? Un point de stabilité dans un pays qui doute. Luc. On va dire Madame Borne. Non. c'est une Brun femme. Pivet. Non, c'est un ministre. Pivet, Banerunaché, Amélie Non, Montchalin. Si je vous dis le 7e arrondissement. Dati. Dati. C'est moi En en même premier. Ah non. Nati, vous me donnez les Ah 2 non, points. non, et c'est vous mon en donnez premier. un à Non François. mais bien sûr. Luc l'a dit aussi, donc on vous met un point à chacun. Vous l'avez dit tous Luc en l'a même dit. temps. 3 points chacun. Allez. 3 points chacun. Alors, Allez. De toute façon, quelle Luc, générosité, il est Cécile. rattrapable. Quelle générosité bizarre, Qui oui. c'est qui l'a dit? Le président Henri Queuille est de retour, en parlant de Macron. Je sais. Luc. Donne ma langue au chat. C'est Olivier Faure. En Non, cœur. c'est Là, il avait un poil d'avance. Un poil d'avance. Il n'est pas de solution qui ne puisse être réglée en l'absence de. Il n'a pas de problème qui ne puisse être Vous solidaire. avez remarqué, j'étais devant. Vous avez vu, je je dis dis rien. non, Vous j'ai avez dit vu, en je ne parle premier. pas en même temps que vous, moi. Philippe, Il J'ai l'a dit horreur en de ça. premier. Non, mais Bah, pas c'est du vous qui l'avez dit en tout. C'est moi premier. qui l'ai dit en premier. Tu Non, l'avais pas fais-moi, fort. François. Où tu Tu l'avais? plaisantes. Où tu l'avais? Où tu l'avais? Mais je te donne. Tu l'as vu? Je fort, Où est-ce je que tu l'as connais. vu? Mesdames et messieurs, ils sont en train de se battre. Ah, tu l'as lu où? C'est décevant de les voir se déchirer comme ça. C'est terrible. C'est terrible. 2 personnes. Le socialiste, Je vais les n'est mettre en jamais garde à vue. Je vais les intègre. mettre en garde à vue tous les deux. Ouais, c'est ça. Luc, Vous allons êtes dans le les- grand vainqueur, Luc. Oh là. C'est trop beau. C'est trop beau. Devant Philippe Bilger et Françoise à égalité Luc, de 6. les auditeurs sur la première marche du podium sont assez rares. C'est vrai, Je c'est tiens à rare. vous le dire. Franchement, il est très fort. Il Très, est très très fort. bon. Hein. Et donc, Bravo, Luc. et donc vous rentrez dans le clan des one de la première marche. Mériterait d'être à droite, c'est Luc. En tout Donc cas, il pour est à faire droite. plaisir, il est à droit, oui. Et pour faire plaisir à Philippe Bilger, réfléchissez-y, Luc, justement, de cette tendance politique. Allez, on vous embrasse. En tout cas, merci mille fois. Moi aussi, je vous embrasse fort. On À est bientôt. très heureux de vous avoir eu aujourd'hui. Avec Allez, dans un bonheur. instant, le journal. Et puis la météo de Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. Je ne suis pas fou. Je vais demander la création d'un nouvel impôt. Ah, c'est pas vrai. Ça y est. Et voilà que ça recommence. Ça va être drôle.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Le retour des vraies voix jusqu'à 19h avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. Autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Et je vais demander la création d'un nouvel impôt. Même le retour d'un impôt, vous allez voir. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on va annuler votre séquence. Allez, le 0826 300 300, vous nous laissez des messages et on les écoute. Oui, bonjour, j'écoute Sud Radio et tout le temps on dit il faut les mettre en prison. Il n'y a pas de prison et chaque fois qu'on veut en construire une dans une ville, c'est non. Alors il faudrait quand même être logique. Il faut des prisons pour mettre les gens en prison. Bon, au revoir. Il y a une logique, Philippe Bilger. Oui, absolument. J'ai pas compris son prénom. Les mêmes qui réclament la construction de prisons, lorsqu'ils ont la possibilité d'être décisionnaires, les refusent dans leur propre ville. Elle a tout à fait raison. Oui, moi je suis d'accord. Là, alors, j'aime pas trop l'expression bon sens, mais là, c'est vraiment frappé au coin du bon sens. Donc voilà, dont acte. Hier, j'ai vu qu'Emmanuel Macron présentait son tableau, 5000 déjà réalisés, 5000. On verra. En tout cas, il faut des places en prison, c'est sûr. Jean-Michel Fauvergue. Oui, c'est clair qu'il faut construire des places de prison. Je voudrais juste vous dire que Nicolas Sarkozy en avait promis 27 000, il en a fait 3 000. Hollande, sur sa deuxième partie, avec Urvoas comme ministre... Comme ministre de la justice, parce que la précédente, elle n'était pas pour la prison, et Urvoas en avait promis 12 000, il en a fait 3 000. Nous en avions en 2017, comme l'a dit d'ailleurs le président hier, promis 15 000, nous en avons fait 3 000. Et là, j'espère qu'elles vont sortir de terre. Et la solution que propose aussi Gérald Darmanin est une bonne solution aussi, en faisant des prisons qui vont se construire plus vite et qui sont... c'est là où on mettra des gens qui sont des primo-délinquants. Quoi. Le problème, c'est que les promesses d'un quinquennat engagent le quinquennat suivant, puisqu'il faut 7 ans pour en construire. Absolument. Allez, vous restez avec nous dans un instant, Philippe David. Eh bien, écoutez, moi, je vais réclamer le retour d'un impôt qui a existé, mais qui n'est jamais entré en vigueur. Vous allez voir. La gamelle. Non, ça, c'était à votre époque. Mais vous savez quoi ? Faites-le pour vous-même, Philippe Bilger, et laissez-nous tranquilles. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table des vraies voix, aujourd'hui, en ce mercredi, on est le combien aujourd'hui ? Le 14 mai ? 14 mai, absolument. J'adore le mois de mai, je voudrais pas qu'il se finisse. Moi, je voudrais qu'il s'arrête. On arrête maintenant. C'est-à-dire qu'on reste au mois de mai tout le temps, en fait. Vous n'aimez pas juin ? Ah non, j'adore le mois de mai. Le mois de mai. Non, mais le mois de mai, tout jaillit, tout renaît. C'est beau, les arbres sont fleuris. Les gens sont contents parce qu'il va se passer quelque chose de dingue. Il va y avoir les vacances. On va raccourcir les jupes. Les garçons seront en Bermuda, pieds nus. Enfin, torse nu, voire torse nu. Ah oui, c'est bien. Enfin, certains ils vont torse nu. Au collège, quand j'étais au collège, le mois de mai, on commençait à s'approcher des vacances. Ouais, et c'est la ça fête que j'aime. Dieu, le mois de Marie, enfin, c'est une transcendance tout ça. J'adore le moment où ça s'éveille, où je vais le matin. Les odeurs. C'est surtout qu'il y a plus de jours de repos que de jours de travail. C'est surtout ça. C'est voilà pourquoi vous aimez le mois de mai. Ça, c'est comme dans mes rêves. Je suis en train de rêver que j'ai une idylle avec quelqu'un, et là, il y a toujours quelqu'un qui me téléphone et je me réveille. Jean-Michel Fauvergue, vous n'allez pas demander du romantisme de la part d'un flic, quand même. On pourrait, ça pourrait être classe. Ah non, ça fait pas partie du bagage quand vous êtes recruté. En tout cas, en dehors du bataille. Mais c'est, comme diraient certains, c'est que de l'amour. Voilà, c'est ça. Et dans un instant, je crois que Philippe David a perdu le sens du commun. Tout de suite, son coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Boulogne-Billancourt. Pourquoi Boulogne-Billancourt ? Parce que c'est là que se trouve le studio de TF1 dans lequel le président de la République s'est longuement exprimé hier. Et parmi les nombreux sujets qu'il a évoqués, un sujet qui avait disparu des radars depuis 13 ans,
la TVA sociale. Oh, ça recommence. En quoi consiste la TVA sociale? À augmenter légèrement la TVA pour alimenter les caisses de protection sociale tout en baissant le coût du travail. Ceci a plusieurs avantages. Tout d'abord, ce ne sont pas que les produits made in France qui payent pour la protection sociale, mais également les produits importés. Ainsi, en baissant les charges sur le travail, les produits fabriqués en France sont plus compétitifs sur leur marché domestique et les produits importés le sont moins, tandis que, double effet bénéfique, les produits français gagnent en compétitivité dans le reste du monde. Simple comme bonjour et pas totalement stupide puisque l'Allemagne l'a mise en place en 2007 en passant le taux de 16 à 19. Résultat des courses, la part de l'industrie manufacturière en Allemagne dans le PIB qui représentait 21% du PIB en 2000 est passée à 19% en 2021, tandis que la France est passée de 14 à 9%. Si la TVA sociale n'a pas enrayé la désindustrialisation de nos deux pays, elle a été beaucoup plus violente chez nous qu'en Allemagne. Une des raisons, outre le cours de l'euro favorable à l'Allemagne, étant la mise en place de la TVA sociale outre-Rhin. Pourtant, la TVA sociale a existé en France puisqu'elle avait été votée à la fin du quinquennat Sarkozy, mais a été abolie avant son entrée en vigueur prévue le 1er octobre 2012 par la majorité consécutive à l'élection de François Hollande. Une erreur majeure à mon avis, en partie responsable de notre désindustrialisation massive. Une erreur dont on peut dire qu'il est dommage qu'Emmanuel Macron ait mis 8 ans à s'en apercevoir, alors qu'il répète comme un mantra depuis des années que la réindustrialisation est une de ses priorités. Alors là, c'est beaucoup trop technique pour moi. Je me rappelle simplement, si je ne me trompe pas, Françoise, que Borloo avait fait louper un résultat aux législatives en parlant de TVA sociale. C'est-à-dire que, en fait, quand Ségolène Royal est battue, il y a la campagne des législatives et Laurent Fabius lève le lièvre face à Jean-Louis Borloo. Il lui dit vous allez remettre la TVA sociale. Et en réalité, Nicolas Sarkozy a fait le calcul que ça lui a coûté au moins 20 à 30 députés. C'est-à-dire que Ségolène Royal, qui avait perdu l'élection, a quand même réussi à mener, parce qu'elle a fait campagne, le groupe socialiste beaucoup plus haut à cause de la TVA sociale. C'est vrai ce que vous dites, hein, je suis d'accord avec vous. Je pensais que vous ne seriez pas d'accord du tout. Non, c'est vrai ce que vous dites, mais c'est faux également, parce que la TVA sociale, d'un seul coup, si vous voulez, elle impacte absolument tout le monde. Si vous augmentez la TVA sociale, la réalité, c'est que, bien sûr, les gens qui ont plus ou moins les moyens, comme vous et moi, ça va pas nous impacter dans notre vie d'augmenter la TVA de 1 ou 2 points. La réalité, c'est que ça va impacter des gens qui ont des revenus moindres. Donc, c'est vraiment un double tranchant. Je ne sais pas si on peut, comment dirais-je, attribuer... Dissocier en tout cas. Dissocier. Dissocier, ce serait génial. Mais si on peut attribuer là où les moins mauvais résultats de l'Allemagne à la TVA sociale, la réalité, c'est que moi, je comprends qu'on sous-pèse. Parce que c'est au quotidien. Vous comprenez bien que vous payez tout le temps beaucoup plus cher. Tout. Les 2%. Les dépenses en France en termes de social sont absolument énormes, beaucoup plus importantes que dans la plupart des autres pays, en particulier les autres pays européens. Et elles ne reposent aujourd'hui que sur le travail, le coût du travail. Et effectivement, la TVA sociale avait été à plusieurs reprises calculée là-dessus. Et le débat qu'on a aujourd'hui, c'est un débat qui dure depuis X temps. C'est-à-dire, on est en train de parler de politique en TVA sociale. En fait, on devrait parler d'économie. Et la réalité des choses, c'est qu'effectivement, il faut faire payer le social par la consommation et non pas par le travail. Ouais. Merci beaucoup, Philippe David. Tout de suite, l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et le Premier ministre François Bayrou est donc auditionné depuis maintenant plus d'1 heure sur l'affaire Betharam à l'Assemblée nationale. Je suis sali, diffamé par des affabulations, c'est ce que lance à l'instant notamment le Premier ministre. François Bayrou réaffirme sous serment qu'il ne savait rien de plus que ce qui était dans la presse à l'époque, dans les années 90, en tout cas sur les violences sexuelles. Je maintiens que comme ministre de l'Éducation nationale, à cette époque, et encore maintenant, je n'ai jamais eu d'autres informations que celles qui étaient parues dans le journal. Ça me paraissait clair dans ma réponse. J'étais ministre de l'Éducation nationale. J'étais député de cette circonscription. Je n'ai jamais entendu parler de faits de violence de violence à ce point grave. On entendait parler, comme vous l'avez dit, de ces gifles ou qu'il y en avait eu. Mais jamais je n'ai entendu parler de violences graves et jamais je n'avais entendu parler de violences sexuelles. Le Premier ministre qui, d'emblée, au début de cette audition, vers 17h, a affirmé qu'il attendait avec impatience de pouvoir fournir ses explications. Le premier mot qui me vient quand je pense à cette audition, c'est « enfin ». Pour moi, cette audition est très importante.
Elle est très importante pour les garçons et les filles qui ont été victimes de violences, et particulièrement de violences sexuelles, depuis des décennies, que ce soit à Bétaram ou comme nous le découvrons tous les jours, en beaucoup d'autres établissements scolaires et en beaucoup d'autres institutions associatives, sportives, dans le monde du spectacle, en famille, hélas. Puis l'audition a commencé à tourner davantage quand même à l'affrontement tout à l'heure quand François Bayrou a chargé la commission d'enquête et son co-rapporteur LFI Paul Vanier qui l'accusait d'avoir fait varier ses versions depuis que l'affaire a éclaté. Non, monsieur, je répète, même si vous essayez de déformer la réalité à chaque intervention, je regrette, je ne me laisserai pas entraîner par vous. Ma version n'a pas varié. Dans ma vie, on m'a accusé de beaucoup de choses. Rarement de faits aussi ignominieusement graves. Je n'ai pas le sentiment que cette commission est totalement objective, vient aussi de lancer François Bayrou, le Premier ministre qui d'ailleurs, lors de cette audition, a posé bien en évidence devant lui un livre, le livre La Meute, le fameux ouvrage écrit par 2 journalistes sur les dysfonctionnements internes de la France insoumise. C'est quand même un petit détail qui semble bien indiquer qu'il était venu là aussi pour en découdre. Merci beaucoup Félix Mathieu. De toute façon, on va en parler dans quelques instants. Vous restez avec nous. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, dans un instant. Je veux parler de la meute et de l'avis de Jean-Luc Mélenchon. Quelle bonne transition, Félix Mathieu, bravo. Voilà. Françoise de Goa. Je vais parler de la femme du chef, puisqu'elle s'appelle comme ça elle-même, Sofia Chikirou, qui était à une manif pro-Poutine. Et puis Jean-Michel Fauvergue. Moi, je parlais de la révolte justifiée des brigades de recherche et d'intervention, des BRI. Très bien, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et merci à vous, en tout cas, de nous écouter tous les jours. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio et surtout dans les vraies voix. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bureau Vallée. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez choisi Sud Radio et on vous en remercie tous les jours un peu plus et on essaye de s'améliorer. Et avec Philippe David, c'est pas facile. Hein. On essaye de faire notre bah non, c'est pas facile de s'améliorer puisqu'on est déjà au top. C'est ça que je pensais que j'étais un peu le boulet du duo. Mais non, avec Philippe David. Moi, j'avais compris comme ça aussi. Mais vous êtes trop complexé. Mais non, mais sans vous, j'existe pas, Philippe David. Vous rigolez. Bah non, je rigole pas. Bah non, je le pense. Et réciproquement. Mais non, oui, c'est un duo. Bah oui, c'est un duo, c'est ma jambe. Un duo de 2 en plus. C'est ma jambe droite. Un duo de 2. Ils sont forts dans la police. Ah, c'est bon, ça et il y a des trios de 3 aussi, c'est ça? Ouais. Arrête. Et des quatuors de 4? Mais non. Mais c'est incroyable. Oh la folie. Oh là là. Le niveau pour entrer à la police, c'est fabuleux. Je vous fais découvrir un monde nouveau. Hein. Ah ouais, c'est fou. Merci Jean-Michel Fauvergue. En attendant, autour de cette table, vous l'avez entendu, Jean-Michel Fauvergue, qu'on appellera désormais le professeur, avec Françoise de Goa et Philippe Bilger, bien entendu. Tout de suite, le coup de pas du tout. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Vous pouvez peut-être donner vos manteaux, on va passer à table. Non, je suis pas d'accord. Ah mais là c'est sérieux. Philippe Bilger, vous pouvez pas être en désaccord, Philippe, avec Bilger. Alors je ne suis pas totalement péremptoire là-dessus. Ah bon? Vous savez très bien que j'ai raison et ça vous fait bien yesh, mais c'est la vérité. Le tour de table. De l'actualité. Toujours aussi savoureux, ces petits jingles. Ces trucs dans cette émission, ça craint. Oui. Ça craint. Non, moi, vous jamais. Moi jamais. Vous, mon Dieu sans confession. Nous, rien. Regardez les deux seins. Deux seins. Saint, S-A-I-N-T. Philippe Bilger. Votre tour de table. Vous voulez parler de la meute? Je veux parler de la meute parce que Jean-Luc Mélenchon a donné un avis sur ce livre qui a beaucoup de succès. Il a évidemment indiqué, ça ne m'étonne pas, qu'il ne l'a pas lu, qu'il ne veut pas le lire, parce qu'il ne veut pas être souillé par ce livre. Et en même temps, il l'a qualifié, ce livre, selon lui, est écrit par des dégénérés qui ont tordu complètement la vie privée, la vie intime des membres de LFI. C'est tout à fait typique de son caractère qui se permet de jeter dans les flammes un livre dont il admet
qu'il ne l'a pas lu et qu'il ne le lira pas. En revanche, j'approuve totalement l'inconditionnel de Jean-Luc Mélenchon, dont on ne donne pas le nom, qui a indiqué que ce livre, aussi brillant et véridique qu'il puisse être, n'aura rigoureusement aucun effet sur le cours de la vie politique de Jean-Luc Mélenchon. Je suis absolument d'accord. Françoise, pardon, je vous pose une question. Vous pensez sincèrement qu'il ne l'a pas lu ? Je pense qu'il ne l'a pas lu. Oui, je pense qu'il ne l'a pas lu. Pourtant, quand on lit Canard enchaîné, il y avait une taupe dans une station de radio que je ne citerai pas qui a envoyé le PDF du livre avant sa sortie, mais qu'il a envoyé à Jean-Luc Mélenchon. À Jean-Luc Mélenchon, mais je pense, pour connaître un peu Jean-Luc Mélenchon, vraiment, ce n'est pas que le diable, Jean-Luc Mélenchon. Et ses personnalités, il y a un moment donné de descriptions qui sont intenables sur le plan narcissique, c'est intenable. Enfin, je veux dire, la façon dont il est décrit dans ce livre, évidemment, c'est impossible de se voir dans ce miroir-là. Ça, c'est le premier point. Donc, je suis sûr qu'il ne l'a pas lu. Et le deuxième point, pour mettre un petit bémol, ce livre est excellent. Vraiment, c'est une plongée, etc. La réalité, c'est que on peut rendre grâce à Jean-Luc Mélenchon. Ils vont très loin dans la vie privée. Par exemple, moi, je ne savais pas, pourtant, je connais très bien la France insoumise, avec qui vivait Manuel Bompard, par exemple. Ouais. J'ai pas envie de savoir avec qui vit Manuel Bompard, parce que justement, ils ne font pas étalage de ça. Je n'ai pas envie d'avoir la confirmation de Mélenchon et de Sophia Chikirou. Vous comprenez ? Il y a un truc, c'est tellement à charge, en fait, sur Mélenchon et Chikirou, que je trouve que c'est là que ça manque un peu de nuance. On ne peut pas avoir le diable et sa maîtresse dans un seul. C'est pas Beria et c'est pas les Ceausescu. C'est ce que je veux dire. Et c'est là que la nuance manque un peu. Il n'en abuse pas. Hein. C'est fait de venir très fine. Non, mais c'est c'est un formidable bouquin, vraiment, de HKZ. C'est juste le bémol que je mettrai. Je voulais pas savoir la vie privée de Manuel Bompard. Ça m'intéresse pas, en fait. Ah ben, elle travaille avec Mélenchon, c'est normal. Mais je trouve pas normal. Je suis d'accord sur ce que dit Philippe et ce qu'a dit un autre député LFI. Hein, c'est un député, je crois. Non oui. Ouais. Ça ne changera rien du tout. Alors ce livre, c'est bien qu'il soit là. Il le fallait peut-être. Les gens se renseigneront là-dessus, mais pour ceux qui sont adhérents de LFI et à 100% derrière, et ça ne changera rien, et ça ne changera rien au destin politique de Mélenchon. Sauf que peut-être il obtiendra pas le nombre de voix qu'il désirait avoir. Alors c'est pas tellement pour ça, mais parce que ça va, je pense, motiver d'autres partis politiques à la gauche de présenter des candidats qui sortent un peu du lot. Glucksmann en particulier ou d'autres qui feront à la prochaine présidentielle, eh bien on n'aura pas Mélenchon au deuxième tour sans doute. On l'a jamais eu. Moi, je dirais juste que, encore une fois, je pense contre moi-même. Hein. Je dirais juste que, est-ce que cette diabolisation de Jean-Luc Mélenchon peut servir le reste de la gauche? Je n'en suis plus tout à fait sûr. Ce que je constate, c'est que ça ne fait que renforcer le socle de Mélenchon, qui ne bouge pas, qui est à 10, qui ne peut plus s'élargir. Mais quand vous êtes à 10, et si le reste de la gauche n'est pas uni, eh ben, vous avez un 4e 21 avril. C'est ça, la réalité, qui est en train de se préparer. Mais c'est pas la faute de la gauche. Hein. Je vois le schéma, le constat, je le vois. Bon, en tout cas, juste l'information pour dire que la co-autrice Charlotte Belaïch reçoit un trombeau de propos antisémites. Et bien sûr. Et c'est ce que disait Olivier Perrou. Il disait c'est elle qui est attaquée. C'est monstrueux sur Charlotte Belaïch. C'est absolument monstrueux. L'antisémitisme n'est pas très présent dans ce livre, mais pour le peu qu'il l'est, c'est effrayant. Traité d'agent du Likoud, hein, Charlotte Belaïch. Agent du Likoud, oui. Le Likoud étant le parti de Benjamin Netanyahou, pour le rappeler pour les New York qu'ils savent. Voilà, bien sûr. Je vais très vite, du coup, parce que j'ai beaucoup parlé. Bah oui, puisque vous passez Chikirou. Oui, alors Chikirou, qui se prénomme elle-même la femme du chef, donc Chikirou, et c'est là la perversion, et c'est là la difficulté d'arriver à attraper, à combattre maintenant la LFI sphère. Sophia Chikirou était à la manifestation pro-Poutine, on peut le dire, pour fêter le 8 mai 45. Il y avait... C'était à l'appel d'associations qui sont totalement poutinolâtres, assumées, etc. Donc elle dit, mais ils m'ont invité, c'est dans ma circonscription, j'y suis allé. Pourquoi je dis ça? C'est les signaux faibles qui sont envoyés. Ça, c'est la
tactique, si vous voulez, vraiment de la France insoumise. C'est une tactique trotskiste 100%. C'est-à-dire que officiellement, on est contre Poutine. On envoie quand même un signal faible. On va pointer le nez à la manifestation. Officiellement, le Hamas, c'est pas tout à fait une organisation terroriste, mais c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Mais quand même, la même Sofia Chikirou, sur son compte privé, salue Sinwar, le grand combattant, quand il a été abattu par Israël. Vous comprenez? C'est David Guiraud qui dit on n'est pas antisémite, mais qui parle des dragons célestes dans ses posts, parce que ça c'est le signal faible, les dragons célestes étant considérés comme les juifs qui dominent le monde. Donc je voulais juste mettre ça. Il n'y a rien d'innocent au fait que Sofia Chikirou soit allée à cette manifestation. C'est un signal faible qu'on envoie en disant il y a notre discours officiel et il y a le signal faible qu'on envoie. Tout ce qui est contre les États-Unis et l'Occident, nous sommes avec. Philippe Bilger, j'approuve, hein, c'est très habile. Habile, oui, enfin c'est très pervers. Enfin, oui, mais... Oui. Affreusement c'est pervers. pas la première fois que c'est de la mauvaise politique en tout cas. Que dans certains partis ont plusieurs fers au feu. Hein, donc c'est pas, oui, c'est toxique en fait. C'est toxique pour nous tous. La droite, la gauche, c'est très toxique en fait. Allez, Jean-Michel Fauvergue, la révolte justifiée des brigades de la BRI, brigade de recherche et d'intervention. On connaît une BRI, c'est la BRIPP, de la préfecture de police. On la connaît parce que est intervenu au Bataclan et entre autres, ouais, où je suis intervenu à ses côtés. Elle a fait d'ailleurs une très belle opération à pas les autres, et tu as fait récemment dans l'affaire d'enlèvement. On connaît moins bien les autres BRI, les autres brigades de répression et de recherche et d'intervention. Il y en a pourtant 17, dont une BRI nationale, et 400 policiers de ces BRI qui travaillent jour et nuit, parce que leur rôle, c'est de faire des surveillances, de faire des filatures, d'arrêter des malfaiteurs importants. Ils appartiennent à la police judiciaire, hein, ces BRI-là. Ils travaillent beaucoup sur les GOFAS, sur les livraisons de stupes, avec tous les dangers que cela comporte. Ils ont beaucoup travaillé sur l'affaire Amra. On leur doit beaucoup dans cette affaire-là. Ils ont travaillé dans l'ombre. Ils ont beaucoup travaillé sur les prisons récemment, sur les menaces qu'il y avait contre le personnel carcéral. Ils travaillent sur le crime organisé, sur les narcotrafics. Ils travaillent jour et nuit. Ils sont tout le temps au le terrain. Boulot. Et pour autant, ils n'ont toujours pas la prime qu'ils réclament depuis 4 ou 5 ans maintenant, et qui est une prime. Vous savez que le RAID et la BRIPP ont des primes, et c'est bien normal. Les gens de sécurité publique, préfecture de police. Les gens de sécurité publique, pour certains, ont des primes. Ceux qui travaillent la nuit, ceux qui travaillent en bac, et c'est bien normal. La BRI n'a toujours pas de prime. Et pourtant, c'est un dossier que j'avais suivi en tant que député et qu'on suivait, sur lequel j'avais interpellé, plus qu'interpellé, on en parlait beaucoup avec Gérald Darmanin, qui devait se conclure, et ça ne s'est toujours pas conclu. Donc, vous avez interpellé Gérald Darmanin, avec les menottes Je l'ai interpellé lors d'une perquisition, je vous dirai ça hors antenne. Et donc, du coup aujourd'hui, ils n'ont toujours pas ça. Ils réclament 500 € par mois. 500 € par mois pour 400, c'est pas énorme, en fait, dans le budget du ministère de l'Intérieur. Donc, par pitié, si on nous entend, si le personnel politique menons à terme ce dossier-là et n'en parlons plus, quoi. Il faut leur donner ça. Sinon, où va-t-on? Ils consacrent leur vie à ce job. Personne ne voudra y aller un jour ou l'autre. C'est ça. Philippe Bilger, un petit mot peut-être. J'approuve, c'est venant d'un professionnel comme Jean-Michel, c'est convaincant. Non, mais ça dit quand n'appelle aucune contradiction. Ça dit que par niche, enfin aucune contradiction, c'est tellement évident, mais je pense que ça appelle quand même la nécessité qu'un président n'a voulu faire, ni François Hollande d'ailleurs, ni Emmanuel Macron, d'une conférence sociale sur les salaires généraux en France. On peut pas continuer comme ça, avec des fonctions aussi essentielles, profs, soignants, policiers, même magistrats, hein, Philippe. Hein. Oui. Je veux dire, mais oui, non mais profs aussi, non mais honnêtement, sous-payés, si mal payés, pompiers, bien sûr, excusez-moi. Mais si on va au bout, on fait une vraie révolution sociale. Oui, mais je suis d'accord. Et personnel pénitentiaire aussi. Donnons-leur leur prime. Oui, c'est tout ce qu'on... Allez, très bien, merci en tout cas. Merci pour ces sujets, les amis. Vous restez avec nous. On va revenir justement sur François Bayrou, qui est toujours face aux députés. L'affaire Betaram le rattrape entre
soupçons d'ingérence et drame personnel impliquant sa fille. Alors parlons vrai, est-ce un moment de vérité pour Bayrou? Et à la question audition sur Betaram, Bayrou risque-t-il sa place à Matignon? Vous dites oui à 58%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on sera très heureux de vous accueillir à l'antenne. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix, ils sont dans une forme olympique. Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue et bien évidemment l'incontournable Cécile de Ménibus. Et pourtant, il faudra bien en faire le tour à un moment donné. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. François Bayrou savait-il? François Bayrou a-t-il menti? Où était-il? Le Premier ministre est accusé d'avoir été au courant des violences infligées aux élèves de l'établissement catholique du Béarn et de n'avoir rien fait. Pendant toutes ces années, les victimes, on en compte aujourd'hui plus de 200. Elles ont dénoncé des faits de violence psychologique, physique ou sexuelle. Non, on parle de tas de choses, elle n'avait jamais parlé de ça. En tout cas, François Bayrou ne joue pas son poste avec cette audition, son entourage l'assure. Et c'est en même temps, l'affaire Betaram se joue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. François Bayrou est auditionné. La commission s'interroge sur son rôle exact, ses interventions essentielles auprès de la justice et les zones d'ombre qu'il aurait pu entretenir. Alors parlons vrai, François Bayrou peut-il sortir indemne de cette confrontation? À la question audition sur Betaram, Bayrou risque-t-il sa place à Matignon? Vous dites oui à 58%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On a entendu Félix Mathieu nous a fait entendre tout à l'heure quelques moments de l'audition de François Bayrou. Est-ce qu'il semble sincère? Je suis persuadé, ma chère Cécile, qu'il est sincère. Alors, je suis d'abord d'accord avec le premier mot qu'il a prononcé devant la commission, enfin. Je pense qu'en effet, pour lui, c'est une libération de pouvoir enfin parler devant cette commission dont il doute un peu de l'objectivité, mais peu importe. Il libère sa parole. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit. Peut-être y a-t-il des approximations, des incertitudes, des contradictions qui ne sont pas en sa faveur. Mais ce que je crois, et je crois rejoindre François sur ce plan-là, jamais il ne démissionnera, jamais il ne considérera. Alors, il ne va pas être mort à la suite de cette commission, il va être certainement blessé. Mais paradoxalement, je pense d'avoir surmonté cette épreuve et franchi ce cap ne lui donnera pas un futur éblouissant sur le plan politique, mais il aura un gros caillou derrière lui. Françoise Degois. Je ne suis pas sûr d'abord qu'il l'ait franchi. Après, sur l'objectivité de la commission, il est un peu hard parce qu'il arrive, il fait de la provoque. Il veut instrumenter lui aussi à sa façon, parce que Paul Vanier le fait aussi. Mais la réalité, c'est que c'est des documents qui ne sont pas sortis par les députés. C'est Mediapart. Et on sait tous que Mediapart, il y en a pour tout le monde en réalité. C'est pas simplement pour la droite, c'est aussi pour la gauche. Je rappelle que c'est Mediapart qui fait tomber Cahuzac. Donc, Mediapart, c'est très solide et très sérieux. Je ne sais pas s'il se sortira ce soir de cette commission. Je trouve que la tournure est très mauvaise. Il est sur la ligne. Je vous entends dire, j'ai ma conviction qu'il dit la vérité. Moi, je n'ai aucune conviction concernant François Bayrou. Il a en tout cas adopté une position de défense qui est « je n'ai jamais été au courant, je n'ai pas menti ». Voilà. Est-ce qu'il peut tenir jusqu'au bout de la journée ? À mon avis, il peut tenir, mais il est très abîmé, François Bayrou, dans l'opinion. C'est un Premier ministre détesté, comme l'a été Jean-Marc Ayrault. Maintenant, il est au niveau de Jean-Marc Ayrault, c'est-à-dire les plus bas, en réalité. Et voilà. Il est plus détesté que lui, quand même. Je pense Juppé, au niveau des grèves de 80, non, des grèves 95, etc. Oui, mais c'est pas du tout pareil. Non, ça n'a rien à voir. Il est vraiment, il y a quelque chose. Les Français n'aiment pas Bayrou, tout simplement. On verra s'il tient, mais démissionner, jamais. Jean-Michel Fauvergue. Non, cher ami, je vais parler plutôt de la commission parlementaire et je vais vous dire pourquoi il n'en sortira rien.
parce qu'une commission parlementaire, là, elle a été demandée par LFI, si je ne me trompe pas. Et donc, le rapporteur, ils ont le choix entre président ou rapporteur. Ils ont choisi LFI, et, ils ont choisi le rapporteur. Le président sera issu d'un parti de la majorité. Et donc, les choses vont s'imbriquer de cette manière-là. Il va y avoir des auditions, beaucoup d'auditions, et ensuite le rapport qui va être écrit. Mais il sera précédé par 2 ou 3 pages du président qui dira exactement l'inverse de ce qui est dit dans le rapport, parce qu'évidemment ce rapport il sera orienté bien évidemment. Donc il n'en sortira pas grand-chose de cette commission parlementaire. Ce qui peut sortir, c'est d'une enquête judiciaire. Oui. Mais la commission parlementaire, vous n'aurez rien de rien. Philippe Bilger, est-ce que quelque part, ça va pas être le caillou, quel que soit le résultat, dans la chaussure de Bayrou? Je vais faire une comparaison historique, et c'est pas la même chose. Un peu comme les diamants de Bokassa ont été, avec le Canard enchaîné, là c'était pas Mediapart, le caillou dans la chaussure de Giscard jusqu'au 10 mai 80. Avec évidemment une différence déjà dans la forme de la réplique, puisque le président Giscard d'Estaing a trop tardé à répliquer. François Bayrou, il ne cesse de répondre à sa manière, et j'admets qu'elle peut apparaître confuse et parfois même contradictoire. Rappelez-vous l'événement sur la rencontre avec le juge d'instruction, qu'il ne commence à avouer qu'après la déclaration de sa fille. Mais je crois que paradoxalement, le fait d'avoir affronté cette commission le 14 mai, à moins d'une catastrophe pour lui, va libérer un petit peu un espace dans son futur. Au moins, il aura plus ça dans sa chaussure, comme vous l'avez très bien dit, avec la métaphore du caillou. En réalité, François Bayrou, il a un calendrier très compliqué. C'est le 110 mètres haies, mais en raccourci. C'est-à-dire qu'il y a Bétaram aujourd'hui, on sait très bien, j'en ai parlé avec quelques membres du Rassemblement National aussi, si François Bayrou rate cette audition, il y a une motion à la clé. Et cette motion-là, le RN, ce qui est assez nouveau, était prêt à la voter. Avec les socialistes qui disent, si jamais le mensonge est avéré, ça change tout. Pour le moment, on n'est pas. Il y a cette menace de motion de censure où il sauterait immédiatement. Il y a la fin du conclave des retraites. C'est avant la fin de la session parlementaire, c'est-à-dire le 7 juillet. Ok. Ensuite, il y a la proportionnelle et la préparation du budget. François Bayrou, il le sait qu'il a une durée de vie. François Bayrou est un homme politique, durée de vie limitée, il est madré, il est roué, il veut décider de sa sortie. Je vous écris déjà que François Bayrou veut passer la proportionnelle pour protéger, mettre à l'abri financièrement le MoDem. Il veut sortir avant le budget qui va être destructeur pour pouvoir être réélu à Pau dès le premier tour et être éventuellement candidat en 2027. Voilà, ça c'est son calendrier à François Bayrou. Ce qui est dommage, et la question que je me pose, c'est sans, en tout cas, le Premier ministre dans cette affaire, est-ce que cette affaire aura autant de retentissement ? Bien sûr que non. C'est ça le problème. En fait, c'est ça qui gâche. Oui. Vous avez raison, Cécile. Il était clair que la polémique avait un double effet. D'abord, il est évident que apparemment tous ceux qui connaissaient la région et Bétaram ont très justement montré l'ignominie de beaucoup de ses comportements. Mais le Premier ministre était la seconde cible et ça n'aurait pas eu cette importance si on n'avait pas espéré le faire descendre de sa statue politique. Jean-Michel Fauvergue voulait réagir. Totalement dramatique. Oui, pour dire que je suis tout à fait d'accord avec Françoise et le développement qu'elle a donné en termes politiques des choses. Évidemment, le gros danger à Bayrou, c'est pas cette commission parlementaire, bien que LFI va s'en servir. Sauf si par exemple il faisait une très grosse gaffe ou qu'on le tout le monde sur la motion, c'est évident, y compris le Parti socialiste. Il la fera pas parce que c'est un homme politique de madré, comme disait Françoise. Donc je pense, sauf donc non, son danger, c'est un danger politique avec les motions de censure, etc. Mais par contre, cette commission parlementaire, LFI, dont on sait maintenant, mais on le savait avant, qu'il travaille en meute, vont ne pas arrêter de lui mordre les mollets tout le temps et de manière continue dans ce domaine. Et donc, c'est effectivement un caillou qu'il aura dans son soulier. Mais
À lui de passer à autre chose, et il a effectivement beaucoup de dossiers derrière. Hein. Ouais, mais attention, moi je veux bien qu'on charge tout le temps LFI, et je suis la première à le faire, mais là c'est pas le problème d'LFI. Vous savez, vous avez beaucoup de gens dans la majorité. Mezzovoce, qui est-ce qu'il y a dans cette... Ils ont saisi. Mais non. Écoutez, ils ont pas fait que ça. Vous avez Violaine Spielbout qui est là, qui est député macroniste et qui est très engagé. Vous avez des gens au Rassemblement national dont je tairai le nom, qui sont à la première d'entre elles, Marine Le Pen, extraordinairement choquée par Betaram. Donc attention, bien sûr que moi je veux bien qu'on file le mauvais rôle à LFI en permanence, ça me gêne pas du tout, chargeons-les. Mais là, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que c'est pas LFI qui va pas lâcher Bayrou, c'est Mediapart qui ne va pas lâcher Bayrou. J'attends de voir ce soir ce que Edoui Plenel est déjà en train de tweeter. Bayrou vient de déclarer « Je ne lis jamais Mediapart par hygiène ». Voilà. Et Edoui Plenel a tweeté en dessous la réaction du même Bayrou en 2008. Je soutiens corps et âme Mediapart. Voilà, ça c'est François Bayrou. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas répondu à ce que j'ai dit à Philippe Bilger, c'est de dire, est-ce que le nom Bayrou ne résonne pas plus, fait pas résonner plus cette mais bien sûr. Horrible. Mais vous avez raison, mais pourquoi pas, et tant mieux. Mais où sont les autres qui savaient? Pourquoi aujourd'hui ils sont pas face à la commission? Mais ils vont tous être auditionnés, excusez-moi de vous le dire. Bien sûr que si, mais vous avez raison. Non, mais je vais finir vraiment. Il faut aller au bout de la réponse. Elisabeth Borne va être auditionnée. Ségolène Royal, qui était ministre de l'enseignement secondaire, va être auditionnée. Ou l'a déjà été. Le juge Miranda. Non, moi je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Tout le monde va être auditionné. Tout le monde est d'ailleurs en cours d'audition. C'est le principe de la commission d'enquête. Hein. C'est le principe. Tous les ministres de l'Éducation seront auditionnés. Mais là où vous avez raison, Cécile, et je sais que François Bayrou a répliqué ça à quelqu'un en privé, il s'est dit, mais tous ceux qui prétendaient savoir et qui me disent que je n'ai rien dit, pourquoi eux n'ont jamais réagi et prévenu en vertu de l'article 40, ou c'est aussi ça qui était son argumentation. Le danger, pour reprendre ce qu'a dit François. Il y a une responsabilité. Je suis pas d'accord avec ça, parce que les gens qui attaquent aujourd'hui Bayrou... Et je ne dédouane pas Bayrou. C'est générationnel. Vanille, il a 35 ans, qu'est-ce qu'il peut savoir? Mais je parle pas que lui. Non, mais voilà, 40. La plupart, ou 40 ans, qu'est-ce qu'il peut savoir de Betaram et de cette génération? Enfin, il y a carrément 2 générations entre lui et Bayrou, et 2 avec Ségolène Royal, et une avec Elisabeth Borne. Moi, je ne suis pas du tout Vanille est en train d'attaquer aussi directement le système privé, confessionnel. Oui, c'est autre chose. Mais ça, je suis d'accord. Pour une réponse, le danger, c'est pas le remake de Fillon avec le canard, le feuilletonnage que pourrait faire Mediapart. Bien sûr. Oui, mais j'espère qu'à un moment donné, il cessera, parce qu'il a beaucoup fonctionné déjà en amont. Moi, je suis d'accord avec Philippe. Peut-être que c'est grossier, mais ça ne l'est pas tant que ça. Oui. Je pense vraiment Bokassa, Giscard, parce que Bokassa n'est pas un problème d'argent, c'est un problème moral en réalité, et c'est la même chose pour Bayrou. Merci beaucoup. Après cette politique made in France, j'ai envie de dire, on va vous parler d'entreprise made in France. Made in France, et c'est beaucoup plus réjouissant, vous allez voir, avec beaucoup de talent, des imaginations. En tout cas, c'est toujours un plaisir de parler de ces entreprises. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Jean-Michel Fauvergue, et on se retrouve avec Philippe David et Olivier Robert de Sacré Français dans un instant. Soyez les bienvenus avec du sourire et de la bonne humeur.